Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin, lundi 29 février 2016, dernier numéro de ce mois de février de Fréquence Actu. Fréquence Actu de ce matin, c'est avec Alassani Antarou, Idelphonse Akpaki et Jacques Diakouti. Nous allons aborder pas mal de sujets ce matin. Vous le verrez. Idelphonse Akpaki, bonne arrivée. Merci. Merci d'être avec nous ce matin, bonjour. C'est un plaisir partagé. Bonjour à toi aussi et bonjour à tous les auditeurs de Fréquence. Alassani Antarou, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Fréquence 1. C'est un honneur pour moi de me retrouver encore dans ce studio. Merci d'avoir répondu à l'invitation fidèlement. Bonjour Jacques Diakouti. Bonjour Eric. Ça va? Très bien. Un bon week-end? Un bon week-end. Parce que j'étais à l'église. Ah ouais, si. Faut remercier le Seigneur. Exactement. Le vrai, hein. Bien sûr. Alors, on va y aller. Je voudrais que nous commençons cette émission et nous voudrons d'ailleurs la dédier à la mémoire du regretté président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Biose Kokou Tozun, qui a rendu l'âme tôt ce matin. Une nouvelle choc qui a fait froid au dos depuis le matin que l'information nous est parvenue. Jacques Diakouti, vous en tant qu'ancien président de CONAP, comment est-ce que vous réagissez par rapport à cette annonce douloureuse, c'est certain? Non, vraiment, c'est triste. Je voudrais sincèrement te remercier également pour avoir dédié cette émission à Kokou Tozun. Vous savez, Kokou Tozun, c'était un grand homme. Vous savez, Kokou Tozun fut d'abord journaliste à Radio Lomé. Il fut également syndicaliste. Kokou Tozun était également membre de la haute autorité dans le temps. Kokou Tozun fut également directeur de cabinet du président. Il fut également ministre des Affaires étrangères. Il fut également ministre de la fonction publique. Il fut également ministre de la communication et président de la haute autorité de la communication. Vous voyez que... Ministre de la justice aussi. De la justice également. Vraiment, c'est une personnalité vraiment très dense. Et le Togo vient de perdre vraiment une grande personnalité. Et je voudrais profiter de ce micro pour présenter mes condoléances à la famille Tozun et également à la corporation et également aux autres membres de la HAC. Parce que c'est une grande perte pour le Togo. Vous aviez quand même un homme, Kokou Tozun, qui avait cette capacité d'écoute. Il faut reconnaître que lorsque nous étions à la tête du CONAP, à toutes les étapes des problèmes que nous avons eus, c'est un monsieur, dès que vous l'appelez, il est au bureau, vous allez vous échanger avec lui. Et j'ai senti en lui effectivement une personnalité très disposée et qui avait également une capacité d'écoute. J'ai connu également Tozun quand ils étaient d'abord au Palais des Congrès avec le ministre Esso dans le temps. Ce sont eux qui géraient les fréquences dans le temps avec l'avocat Kribourou et Abdoulaye. Donc c'est pour vous dire que Tozun était dans les mains des médias depuis. Sincèrement, mes condoléances à toute la famille, à la corporation, de l'ensemble des journalistes que nous sommes. Et Alassani Antarou, comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce décès tragique? On savait qu'il était souffrant depuis un bon bout de temps, qu'il n'allait plus véritablement au boulot aussi, mais sa mort a été quand même une surprise. Bien sûr, c'est vraiment un choc. Ça, il faut le dire. C'est le monde de la presse qui pleure aujourd'hui un homme très ouvert. Le président du CONAP m'a dévancé, mais moi personnellement, je l'ai aussi côtoyé. À chaque moment où vous avez des problèmes inhérents à la gestion de la presse et autres, il est toujours là pour vous écouter. C'est un monsieur que j'ai connu aussi au moment où on était encore très jeune. Il était syndicaliste UGSL, il était le secrétaire général du GSL. Vraiment, il était très ouvert. C'est quelqu'un que le Togo est en train de pleurer aujourd'hui, et particulièrement la presse dans son entièreté, et qu'il repose en paix. Et je voudrais aussi saisir cette occasion pour présenter mes condoléances à la famille et dire qu'on a perdu un homme, c'est vrai, et
et puisse Dieu faire que ceux qui reposent en paix, et qui retrouvent la paix dans les mains de son Créateur. Mais il faut dire que Kokou Tozun était quelqu'un qui, dès son passage à la HAC, a fait certaines réformes, ça il faut le reconnaître. Aujourd'hui, grâce à lui, je vois un peu comment il y a une certaine pluralité de presse. Parce qu'entre-temps, c'était un peu bloqué, ça, il faut le reconnaître. Le président est là, ne va pas démentir. Et puisque cette pluralité de presse, au moment où l'autre gérait, je ne veux pas taxer tel ou tel de quoi, il était ouvert et on a remarqué qu'il y avait une certaine pluralité de presse qui s'est érigée en loi. Et chacun pouvait, comme il le voulait, créer son journal et dire tout ce qu'il veut. Donc vraiment, on a perdu un homme. Et c'est tout le monde de la presse qui pleure Kokou Tozun. Ildefonse Alpaki, c'est vrai que sur les réseaux sociaux depuis ce matin, l'annonce du décès du président de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, des messages de condoléances à l'endroit de la haute autorité de la communication. En même temps, Kokou Tozun me rappelle certains dossiers noirs. Kokou Tozun, c'est le cas de le dire aussi. C'est vrai qu'en ces moments, on demande de rappeler les bons moments, mais ça n'empêche pas de rappeler aussi des souvenirs un peu douloureux pour certaines personnes. On évoque le cas de X Solaire, de la légende, même des adhérents de Redemar qui avaient été formés. Rappelez-vous, Kokou Tozun avait été ministre de la Justice en ce moment, qui avait conduit de faire ce dossier douloureux. Et pour lui et pour les autres. Oui, Eric, je suis très intrigué que je sois invité aujourd'hui autour de ta table pour débattre de certaines questions, de certains sujets qui concernent la vie de notre cher pays, le Togo, et que ça soit une émission dédiée à la mémoire de Feu. Aujourd'hui, on l'appelle Feu Richard Kokou Tozun. Vous savez que quand vous faites allusion au dossier noir, j'ai le cœur serré quand je me rends compte que c'est Feu Richard Kokou Tozun qui a refusé de me signer mon récépissé et qui a fait aujourd'hui que la Gazette du Golfe ne paraît plus. Aujourd'hui, je me mets dans la peau d'un chrétien parce que je suis chrétien catholique pour implorer la miséricorde pour le repos de son âme. Il faut le faire, quelle que soit la nature de la personne. Et que, comme Jacques l'a dit aujourd'hui, qu'il a été une personnalité dense, les Saintes Écritures nous enseignent que seuls vos actes vous accompagneront. Voilà ce que je peux dire concernant l'homme. Jacques, peut-être un mot sur ces dossiers que je viens d'évoquer. C'est vrai, au-delà de tout, au-delà des mots de condoléances à l'endroit de la HAC, des familles pleurées, sur les réseaux sociaux ce matin, on a vu beaucoup de Togolais aussi se rappeler un petit peu de ces dossiers-là. C'est vrai que, comme le confrère le disait à l'instant, je sais que lui et moi, nous sommes plusieurs fois transportés à la HAC pour ce sujet. Et vous avez évoqué également le cas de la légende, vous avez évoqué également le cas de X Solaire. Il est vrai que le cas également de Redemar, vous savez, dans le parcours de chaque être humain, il est vrai qu'il y a souvent ce qu'on appelle des hauts et des bas. Oui. L'homme ne peut pas être à 100% parfait sur cette terre. S'il y avait la perfection, je ne pense pas qu'aucun être humain serait encore sur cette terre. Nous serons déjà au paradis avec Dieu, mais ce qui est important, sur cette terre, il y a toujours des manquements. Il est important qu'on se piétine également, et c'est lorsqu'on se piétine qu'on se pardonne également, et lorsqu'on se piétine, c'est là également que l'amour grandit entre nous. C'est vrai qu'il y a eu des dossiers noirs, tout n'est pas parfait dans ce parcours, et comme je le disais à l'instant, c'est un être humain. Il a suggéré ce qu'il pouvait faire, il a également commis des erreurs, mais ce qui est important aujourd'hui, il est parti. Laissons maintenant le soin à Dieu de l'accueillir dans son paradis, et que
les enfants qu'il a laissés également et la veuve qu'il a également laissée sur cette terre, et que Dieu puisse toucher les cœurs et qu'il puisse également panser les plaies. Parfait. Monsieur, merci beaucoup sur le cas de Feu Richard Kokou Tozoun. On va peut-être l'appeler aussi, puisque c'est réel, l'ancien président désormais de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Le second sujet que nous voulons aborder concerne les étudiants de l'Université de Lomé et de Kara. Appelez-vous, la dernière fois, il y a eu des mouvements sur le campus universitaire de Lomé qui a amené aujourd'hui l'autorité, notamment le ministre ou le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, à s'exécuter sur certains dossiers. On nous signale, et ça c'est le site www.elitedafrique.com qui nous signale que les travaux ont démarré sur le campus depuis le début de la semaine dernière. Des lampadaires sont posés ici et là. Et on nous informe aussi que l'architecture des lampadaires ou l'architecture des lampadaires, oui, sur le campus, laisse quand même à désirer. Bon, les étudiants demandaient à avoir des lumières un peu partout, et c'est fait, on va s'en contenter. Alors, ce n'est pas tout à fait le sujet qu'on veut aborder, mais le confrère Liberté, ce matin, a évoqué un sujet par rapport aux critères d'attribution de bourses aux étudiants en master et doctorat, des étudiants qui réclament le versement de la totalité des bourses, et il plaide aussi pour leurs camarades qui sont exclus de cette manne-là. Et pour en parler, nous avons avec nous un des délégués, Mutonji Yaouvi. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Alors, quel est votre problème au niveau de master et doctorat? Qu'est-ce que vous avez comme problème réellement? Permettez-moi de dire bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Fréquence 1. Naturellement. Et vous dire merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Les étudiants inscrits en master et en thèse ont un souci particulier. Et ça se situe à 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont les critères d'âge imposés par le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Octave Nicobro. Ces critères imposés ne répondent ni à l'esprit, ni à la lettre de l'accord intervenu le 13 janvier 2012 entre le gouvernement, les autorités universitaires et les étudiants. Donc rappelez-vous que c'était à la suite des mouvements qui ont connu beaucoup de dégâts. Et donc, depuis lors, l'accord est appliqué à la grande satisfaction de la communauté estudiantine. Mais au cours de l'année académique 2014-2015, quand nous nous inscrivions en thèse pour notre première inscription, on s'attendait tout naturellement à bénéficier des bourses comme le prévoit l'accord. À notre grande surprise, on ne nous avait pas versé cette allocation. Donc quand nous avons fait des démarches vers le ministre, celui-ci nous fait comprendre qu'il y avait des critères. Et sans vous mentir, ça n'a pas été du goût des étudiants, de nos camarades, de nous-mêmes. Et on a entrepris des démarches pour qu'on soit restauré dans nos droits. Parce que nous avons purement et simplement constaté que c'était une violation flagrante de nos droits. Pourquoi? Quand nous l'avons approché, il nous a sorti des critères que nous n'avons jamais connus à l'université. Et donc il dit que lui, il a fait signer des critères. Et donc s'il y a un étudiant qui dépasse la fourchette, la limite d'âge qu'il a fixée, qui a bénéficié de la bourse, ça dit que c'est une erreur. Je vous rappelle qu'en master, il a fixé 32 ans et en thèse, 35 ans. Et tout ça, ce n'est pas prévu par l'accord de 2012. Le ministre vous dit aujourd'hui que quand vous êtes inscrit en master et que vous dépassez 32 ans, vous n'avez pas accès aux bourses. Quand vous êtes inscrit en thèse et vous dépassez 35 ans, vous n'avez pas accès aux bourses. Et vous n'êtes pas d'accord sur le principe. D'où sortit cette décision-là? Il est ministre, il est chargé de l'exécution des tests qui régissent le bon fonctionnement de l'institution. D'où sort-il pourquoi il ne met pas 38 ans ou bien, je ne sais pas, d'où sort-il ces tests? Nous parlons parce que il y a un test sur lequel nous nous basons. C'est l'accord de 2012, 13 janvier 2012. Dans cet accord, il n'est prévu nulle part qu'il y ait des accords, qu'il y ait des critères d'âge.
Et donc, si le ministre impose des critères, ça veut dire qu'il veut faire un passage en force. C'est ce que nous disions non. Nous n'allons pas admettre cette forfaiture. Dans le courrier que vous lui avez adressé le 2 février dernier, où vous rappelez et vous sollicitez même le respect des accords de 2012 fixant les conditions d'attribution des bourses en master et doctorat, vous notez quand même qu'il y a certains qui sont inscrits en master et en doctorat qui ont bénéficié de ces bourses. Et pourtant, l'âge dépasse largement l'âge. Tout à fait. Ce sont des éléments que nous avons eus. Et je vous rappelle qu'il nous a même ridiculisés parce qu'il nous a même fait écrire un démenti. Parce qu'en tout temps, quand on l'a saisi, on a dénoncé ces cas. Il nous a dit non, que nous n'avons pas de preuves. Mais Dieu faisant, nous avons pu produire des preuves pour lui signifier qu'il y a des étudiants qui dépassent les limites d'âge que lui il a fixées. Et qui ont bénéficié de la totalité de la bourse. Alors, quand nous avons demandé cela, il nous a demandé d'abord, alors il n'a rien sous la main, et donc on a introduit une demande de dérogation, et il a accordé la moitié suite à cette dérogation. Bon, on s'est dit, bon, il fallait quand même prendre ça et continuer la revendication. Donc depuis le 2 février que nous lui avons laissé cette lettre ouverte pour réclamer la totalité, d'une part, et l'abandon des critères d'âge qu'il a fixés. Donc j'allais dire que le problème se situe à 3 niveaux. 1. Le fait qu'il ait fixé des critères d'âge crée d'autres conséquences. 1. Ce qui fait que nous n'avons pas bénéficié de la bourse. Et secondo, l'autre problème, c'est comment faut-il faire pour que nous puissions dorénavant ne plus entendre parler de ces critères d'âge. S'il retire ces critères, je pense que le problème est réglé une fois pour de bon. Comment? On lui demande simplement de s'accorder avec l'esprit et la lettre de l'accord que nous avons signé en 2012. Pourquoi est-ce que ce soit vous seul aujourd'hui qui menez la bataille? Parce que nous savons qu'habituellement sur le campus universitaire de Lomé, quand il y a de ce genre de problèmes, c'est une gestion, je veux dire, collégiale. C'est tout le campus, par exemple, qui devrait être derrière. Et que ce soit vous seul, alors que vous n'êtes pas nombreux quand même. Peut-être une centaine. C'est très intéressant ce que vous venez de relever tout à l'heure. Dans notre réclamation, le ministre a eu à dire quelque part qu'on ne fait pas peur, parce que nous ne sommes pas nombreux. Mais je suis peiné que de tels propos puissent sortir d'un ministre. Ça veut dire que c'est la masse qui lui fait peur. Mais là, la minorité, il peut marcher sur leurs droits sans être lui-même peiné. De toute façon, notre combat, il est seul, il est unique, on n'a aucun problème, mis à part les critères qu'on lui demande de respecter. Il respectera ces critères fixés par l'accord de 2012 et chacun va se frotter les mains. Parce que ça, je ne sais pas quel étudiant, je ne sais pas par quelle alchimie un étudiant inscrit en master ou en thèse pourra faire ses recherches sans ces moyens financiers que le gouvernement a mis à la disposition des étudiants. Et j'ai comme l'impression que quand il y a l'apaisement, ce n'est pas du goût du ministre. J'ai comme cette impression. Pourquoi est-ce que vous avez pensé comme cela? Mais voyez, il a suffi seulement, ce que je regrette tellement, nous regrettons totalement, que le MIT lance un mouvement, et avant cela, le MIT lui a laissé un courrier, mais le ministre a fait comme s'il de rien n'était. Il a banalisé, il a même négligé, il fait preuve d'un dédain et de mépris face aux étudiants. Mais quand ceux-ci ont commencé le mouvement, vous avez vu, il fallait qu'un véhicule des forces de l'ordre soit endommagé pour qu'il court rapidement nous mettre les lampadaires. Et dans quel schéma? Voilà, ça, le débat encore est là-bas, ouvert. Nous disons que c'est lorsqu'il y a des mouvements qu'il écoute bien le message. Ce message, c'est celui-là qu'il entend. Donc vous voulez aussi faire des mouvements? Non, nous ne ferons pas les mouvements. La preuve, vous avez vu, nous avons toujours entrepris des démarches à travers courrier, demande d'audience pour échanger avec lui. Nous sommes inscrits dans cette logique. Mais il ne faut pas qu'il pense que nous sommes minoritaires et donc c'est parce que nous ne pouvons pas faire ce que les autres font qu'il va nous traîner dans la boue. Ainsi. Alors quelle étape qui vous reste à franchir finalement? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez discuté avec le ministre entre-temps, il vous sort des critères.
pour lesquels certains d'entre vous ne sont pas qualifiés pour accéder à la totalité de la bourse. Il a quand même accepté vous donner la moitié. Aujourd'hui, vous réclamez la totalité même de la bourse. Vous êtes allé le voir, il n'a pas voulu comprendre. Vous lui avez envoyé une lettre ouverte. Nous avons eu copie. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire? Puisque les années passent quand même, les mois qui passent. Nous sommes toujours dans la démarche de discussion. Mais malheureusement, quand on lui envoie un courrier, il ne nous appelle pas. Et ça, nous sommes très peinés. Nous ne sommes pas quand même des enfants. En thèse, en master, je crois que c'est des cadres potentiels que l'État est en train de former. Et quand on sollicite une rencontre avec notre autorité, le bon sens recommande quand même qu'il nous écoute. Et là, l'unique fois qu'il nous a écoutés, c'était pour jouer au dilatoire. Malheureusement, il ne savait pas que nous comprenons très bien son message. Et où se situe la présidence de l'université, elle, autre? Permettez-moi, le 19 octobre, quand nous avons envoyé le courrier au ministre, on a fait copie à la présidence de l'université. Mais malheureusement, la présidente de l'université n'a daigné réagir. On s'est dit, bon, on nous laisse à notre petit sort. Nous avons pris notre bâton de pèlerin pour réclamer. Bon, en tout cas, à certains égards, on comprend. Ils se disent qu'ils ne gèrent pas ils ne sont pas ceux qui gèrent les bourses des étudiants. Donc, nous, on a compris ça. C'est pourquoi on s'est dit dorénavant, bon, il faut directement aller vers ceux qui gèrent cette manne financière. Et vous avez dit quelles sont nos actions. On va continuer de discuter. Mais je ne pense pas que ça soit pour longtemps. Parce que on nous minimise, on nous ridiculise. Nous ne sommes pas des petits garçons pour que nous soyons traités comme il le fait. Il n'y a même pas que la bourse, il y a les primes de soutenance. Depuis 2014, décembre 2014, qu'il a accordé les primes de soutenance, jusqu'à ce jour, nous ne les avons pas perçues. Quand on vérifie tout cela, et quand aujourd'hui on tient ce discours comme quoi il y a de la discrimination, on pense que nous exagérons. Mais c'est de la pure discrimination. C'est la violation flagrante des droits des étudiants. Et de nouveau bien droit, le 11 janvier dernier, il est venu à travers un séminaire dire qu'il va relever le niveau de conscience des étudiants. Mais j'étais vraiment attristé. Mais c'était une insulte faite à la communauté estudiantine, comme quoi ils n'étaient pas conscients et que c'est au ministre de l'enseignement supérieur à travers ce séminaire de moins de 24 heures qu'il va relever leur niveau de conscience. Ça, c'est une insulte faite à la communauté estudiantine. Et nous, en tant qu'étudiants, nous ne pouvons pas admettre de tels genres de propos qu'on nous traite avec beaucoup d'égards. Bien. Nous allons permettre au ministre aussi de réagir, peut-être dans l'édition de demain. Jacques Dakouti, quand vous écoutez cela, quelle est votre réaction? Bon, je crois que je voudrais d'abord remercier Moutonji. Je l'ai écouté à plusieurs reprises par rapport à cette réclamation. Mais ce que je ne comprends pas, M. Moutonji, avec vos collègues étudiants, c'est le fait de vous constituer un collectif par rapport au master et à la thèse, justement. Je ne comprends pas qu'est-ce que vous poursuivez au fait par rapport aux revendications du MIT et puis les autres associations. C'est vrai que ça, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est une réclamation sectorielle, c'est-à-dire que vous êtes constitué un collectif par rapport à un domaine donné. Il est vrai que ce que vous êtes en train de réclamer, c'est une bonne chose, mais peut-être que c'est la méthode que vous utilisez, parce que vous venez de dire à l'instant que vous avez plusieurs fois sollicité à rencontrer le ministre par rapport à vos revendications, et ce qui vous a poussé finalement à lui adresser une lettre ouverte. Et de deux, ce que je voudrais savoir, est-ce que vous associez vos collègues, par exemple, de CARA par rapport à ces revendications, et si vous les associez, c'est-à-dire vos collègues de CARA, quelle est la position de vos collègues de CARA par rapport au ministre? Parce que ce que je sache, c'est vrai qu'au niveau des bourses, il y a souvent un problème qui se pose. J'ai écouté le ministre à plusieurs fois parler effectivement du problème de l'âge.
l'âge qui se pose au niveau de l'attribution de ces bourses, est-ce qu'à votre niveau, est-ce qu'il y a vraiment un travail sérieux également qui se fait par rapport à cette revendication-là? Parce que quand je vous vois, et comparativement par exemple mon âge et à votre âge, peut-être que je peux vous voir jeune, mais peut-être que vous avez l'âge, vous me dépassez peut-être en âge, je ne sais pas. Est-ce qu'il ne serait pas bon que vous fassiez même ne serait-ce qu'un audit à votre niveau par rapport à cette revendication-là avant de pouvoir présenter ça au ministre? Parce que le ministre risque de vous tourner en bourrique et c'est ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il faut, oui, c'est vrai qu'il a trouvé poser une question automatique, voilà. Mais est-ce qu'il faut serrer les choses de cette façon, peut-être de gens qui sont en thèse? Est-ce qu'il ne faudrait pas systématiquement soutenir les étudiants qui sont inscrits en thèse que de vouloir peut-être bloquer le cursus des Togolais qui, peut-être demain, serviront la nation? Je suis très d'accord avec vous. C'est en ça que je suis en train de lui poser la question par rapport au bien fondé de ce collectif, sur les mobiles, au fait, ce que vous attendez. Est-ce que vous ne suivez pas un autre objectif en disant collectif des étudiants en master et doctorat? Apparemment, la terminologie cause un problème pour Jacques. Oui, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. On sait comment ça finit habituellement. C'est juste un collectif qui ne vise qu'à défendre ses droits. Vous avez parlé des étudiants de l'Université de Kara. On aurait pu élargir à l'Université de Kara si et seulement si il y avait déjà des masters et des doctorants à l'Université de Kara. Vous n'êtes pas sans savoir que tous ceux qui sont, ils sont à Lomé. Donc voilà pourquoi. Mais lorsque le besoin se sentira, peut-être que ça sera plus nous. D'autres pourront élargir, étendre ça à l'Université de Kara. Et pour une fois, j'avoue que nous n'avons qu'un seul objectif, que nous soyons restaurés dans nos droits, que désormais nos droits ne soient plus piétinés. En plus, il n'y a pas que ces aspects sur lesquels nous avons envoyé la lettre ouverte. Vous savez, au niveau master et la thèse, c'est des exigences énormes. Ce sont des exigences énormes. Entre-temps, on a parlé du Wi-Fi. Si du moins on avait le Wi-Fi, ça nous accompagnerait dans nos recherches. Mais à défaut du Wi-Fi, le gouvernement met de l'argent pour qu'on nous accompagne. À un niveau donné, on bloque sous prétexte qu'il y a des critères, en violation des tests. Mais ça ne peut pas aller comme cela. Ça veut dire qu'on veut nous couper les pieds. Nous allons toujours sauter, malgré cette tentative de nous couper les pieds. Et moi, dans cette démarche, je me fonde sur un passage de notre hymne, vaincre ou mourir, mais dans la dignité. Parce qu'on ne va plus admettre cette... Vous voyez, quand par exemple, nous sommes constitués en collectif, master doctorat, je pense que c'était la meilleure solution. Imaginez-vous les étudiants en licence qui sont des porte-parole des étudiants. Ils sont censés parler du master et du doctorat. Mais la réalité, c'est qu'ils ne maîtrisent rien à ce niveau d'études. Ils ne savent pas ce que c'est que la recherche. Donc, comme tel, ils n'ont pas les éléments suffisants pour pouvoir défendre notre dossier quand ils sont en discussion avec l'autorité, le ministre. Donc, face à ce constat, nous nous sommes dit, s'il faut toujours laisser que le délégué général par ici, une association par là en notre nom, on risque qu'on ne nous prenne pas en considération, dans la mesure où les personnes, ces derniers n'étant pas dans notre parcours, ne maîtriseront pas totalement les difficultés que nous endurons. Raison de plus pour qu'on se constitue en ce collectif. Voilà les raisons qui nous ont... D'accord. Ildefonse, quelle est votre réaction quand vous écoutez Routonji parler de leurs problèmes? Au fait, face au pouvoir en place, au gouvernement en place, je ne suis pas surpris qu'il relève un certain nombre de choses parce que l'analyse que je fais de la gestion de la chose publique par le gouvernement actuel, c'est que dans presque tous les domaines, pour défendre ses droits, il faut que les populations se rebellent, il faut qu'elles s'insurgent et quelquefois battent le pavé avant que leurs droits ne leur soient accordés. C'est la même chose que je remarque parce que je pars du fait que un accord a été signé. Alors, quand vous acceptez les termes d'un accord, vous êtes contraint au moment opportun de mettre en pratique et l'esprit et la lettre de l'accord.
Mais la particularité du gouvernement togolais, c'est que vous signez l'accord et au moment opportun, on vous tourne en bourrique. Les exemples sont là. Je peux citer en politique, avec l'accord politique global, qui souffre encore aujourd'hui, parce qu'il y a ce problème de réforme constitutionnelle et institutionnelle. Au niveau des travailleurs, est-ce que vous vous rendez compte que le gouvernement, après que les travailleurs ont mis en veilleuse les 6 centrales syndicales qui n'ont pas bien joué leur rôle, il a été mis sur pied la synergie des travailleurs. Dans un premier temps, le gouvernement a pris langue avec les principaux responsables de la synergie. Ils ont même arrêté des choses. Mais au moment opportun, est-ce que vous vous rendez compte que le gouvernement a dit « on ne vous connaît pas, on ne discute pas avec vous » avant que la synergie ne se transforme en centrale syndicale. Mais avec les étudiants, c'est la même chose. Il y a eu des accords qui ont été signés. Est-ce que vous vous rendez compte des actes qui ont été posés la dernière fois au campus universitaire où un véhicule des forces de l'ordre a été brûlé et où des étudiants ont été passés à tabac? Pourquoi? Parce que l'autorité avait été mise au courant de ce qu'un engagement avait été pris et qu'au moment opportun où il doit normalement s'exécuter, on tourne en bourrique les gens. Voilà la spécificité de ce gouvernement que nous avons. Maintenant, je suis très éberlué de me rendre compte que l'année dernière, lors de l'analyse du budget, il y a eu 2 milliards de francs CFA que le ministre a reversé pendant tout. Qui n'a pas été consommé. Alors qu'il y a des problèmes. Voyez ce que M. Moutondi nous dit par rapport à ce qui se passe. Alors, je ne voudrais pas le dire, mais quand j'avais écouté après les événements du campus universitaire de la dernière fois, quand j'avais écouté le ministre Broum sur le fait qu'il n'y avait qu'une 30aine ou une 40aine d'étudiants qui avaient fait ça, j'ai pensé un super menteur, le ministre. Parce que justement, les images que nous avons eues ont révélé le contraire de ce que l'autorité a dit. Et ça, nous l'appelons autorité. C'est ce qui me dérange dans le cas togolais avec le gouvernement togolais. Il faut le respect de la parole donnée. Il faut le respect des accords, parce que vous vous rendez compte que tout le temps que nous vivons là, on nous rabat les oreilles du civisme. Le civisme, c'est aussi le respect, vous savez, de la parole donnée. Le respect des engagements pris. Alassane Antarou, vous, quel est votre commentaire par rapport à ce sujet important aujourd'hui de régler ce problème? Oui, c'est très important parce que nous avons été tous étudiants et nous savons les conditions dans lesquelles les étudiants végètent là-bas. C'est tellement difficile. Et pire, celui qui a fait un effort sensible pour arriver jusqu'en master. Je vous dis que vraiment, lorsque je ne suis pas... Ouais, vraiment. Je ne suis pas statisticien, mais je crois que lorsqu'on fait des statistiques aujourd'hui, ceux qui sont en master ne sont pas aussi nombreux que cela. Ça veut dire que c'est des efforts sensibles qu'ils font. Donc le gouvernement doit, dans ce sens-là, faire un effort, puisque c'est des accords. C'est un accord qui a été pris. Donc, comme Ildefonse vient de le dire, je crois qu'il y a aussi ce problème de respect de la parole donnée. Moi, je voudrais un petit peu poser une petite question au délégué. C'est que, à part les critères d'âge, est-ce qu'il y a encore un autre critère qui fait que aujourd'hui le ministre semble vous tourner en bourrique? Ça, c'est une question qui me triture un peu les méninges. Mais maintenant, je crois que ça s'est passé aussi avec les fonctionnaires, parce que de temps à autre, lorsqu'il y a un problème, c'est un problème, le gouvernement, au lieu de jouer balle à terre, c'est de tourner. On gagne le temps alors que voilà, les problèmes sont là. Donc je crois que le gouvernement doit prendre la mesure de la chose pour résoudre ce problème. C'est des cadres de demain. C'est des cadres qui sont là et demain, c'est eux, la relève de demain. Il faut nécessairement servir la nation. Non, en fait, c'est seuls ces critères d'âge qui nous opposent. À part ça, il n'y a plus rien d'autre.
sauf c'est au parcours L, où il y a des critères de crédit à valider, et en plus un certain nombre d'âges fixés. Par exemple, un nouveau bachelier qui accède à l'université, avant de prétendre avoir son allocation, ne doit pas dépasser 27 ans. Et ça, c'est l'accord qui le prévoit. Et depuis lors, ces aspects-là sont respectés. Dans l'accord, il était mentionné qu'il faut classer la licence LMD en catégorie A2. Oui, et ça marche jusqu'à ce jour. Mais le ministre trouve que non, pour les masters et doctorats, il faut plus respecter les critères et donc fixer un âge 32 pour le master, 35 pour la thèse. Comme cela, et comme c'est nous qui ne faisons pas peur, nous ne sommes pas nombreux, nous ne faisons pas peur là. C'est fini, il passe par ce détour et après revenir vers les licences. N'oubliez pas qu'il a récemment dit que les crédits de 250 francs que nos jeunes frères achètent au niveau de licence, il va le doubler. Ça veut dire qu'il est dans un schéma. Au même moment, il nous parle de la réforme de l'enseignement supérieur. Lui, il entend par réforme les mesures pour empêcher les étudiants d'avancer. Ah, c'est comme ça que vous comprenez sinon, pourquoi il fixe les critères drastiques pour empêcher les gens d'évoluer? C'est comme ça, alors ça réforme. Et sa réforme, ce n'est pas... Permettez, les réformes, c'est aussi de belles infrastructures. Les réformes, c'est de bons tests. Les réformes, c'est l'équipement de notre bibliothèque universitaire. Ce n'est pas seulement mettre les barricades pour empêcher les gens d'avancer. Moi, je l'ai dit, ils vont vouloir nous couper les pieds, nous on va sauter. Et qu'ils sachent qu'il est celui qui répondra devant l'histoire si éventuellement quelque chose advenait. Ah, vous le menacez ou on ne le menace pas, parce que ce discours est un message qu'il comprend mieux. Qu'il fallait que le mythe organisât une manifestation où un véhicule des forces de l'ordre soit endommagé pour qu'il court rapidement me mettre la lampadaire. Ça, je suis dessus. D'accord. Monsieur Yaovi Outondi, merci beaucoup, on a compris. Vous portez la parole du collectif des étudiants en master et doctorat. Moi, vous souhaitez bonne chance. Merci. Et que le ministre puisse vous écouter. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire par rapport à ce sujet aujourd'hui. Je voudrais qu'on aborde également un autre sujet sur lequel la presse togolaise est revenue tout au long de la semaine dernière. Le ministre Yak Damran aussi a eu entre-temps la magnanimité de commenter cela, parce que c'est pas son habitude de parler. Et quand il parle, c'est un événement. Alors, il a évoqué le cas du Togolais de la diaspora, Antoine Randolph, qui a été arrêté depuis quelques jours à la frontière, où on dit les premières informations qui avaient été balancées par la presse faisaient état de ce qu'il a été arrêté à la plage de Lomé. On s'est rendu compte que c'est pas tout à fait exact. Et ce matin, le confrère Forum de la semaine nous révèle les dessous de cette arrestation et nous apprend que l'opposant togolais, il faut dire qu'il a été opposant farouche du régime Yadémon, que l'opposant togolais a été balancé par son neveu. Alors, au-delà de cette question ou ce sujet qu'il a été balancé par son neveu, il y a le confrère Liberté ce matin aussi qui revient sur le sujet avec une interrogation. Est-ce que nous sommes en face d'une nouvelle affaire d'atteinte à la sûreté de l'État? Antoine Randolph, accusé de rebelle et d'achat d'armes depuis la Côte d'Ivoire. Et cette information, depuis au début du week-end, c'est le confrère Jeune Afrique qui l'a aussi balancé, puisque le ministre a refusé de commenter, de nous dire véritablement le fond du dossier. Est-ce que vous comprenez le problème, Jacques? Je vais commencer par vous encore. Bon, je crois que c'est quand même dommage pour notre pays, parce qu'on a toujours reproché au gouvernement de ne pas souvent s'exprimer. Vous savez, on a arrêté le monsieur, ça fait quand même presque... nous tendons vers une semaine. Oui, ça fait une semaine, c'est depuis le week-end. Ouais, le 20 février. Les médias en parlent, bon, on est là, on n'a aucune version officielle de l'arrestation de ce monsieur. Je crois que cela quand même écorche un peu l'image de notre pays par rapport à cette situation. Même ce que les confrères avancent, même si c'est un terroriste, s'il est un terroriste, même il faut quand même communiquer. Il faut que le procureur parle. Il faut dire pourquoi on l'a arrêté.
Et dans quelles conditions vous l'avez arrêté? Vous êtes en train de l'interroger sur quoi? Il faut que les gens, l'opinion soit quand même... Parce qu'aujourd'hui, ce sont les confidences des journaux. Voilà, vous voyez, aujourd'hui, on passe par la presse, c'est nos confrères qui donnent des informations, et souvent quand vous vérifiez, c'est pas de sources sûres, parce que nos confrères sont en train d'avancer des hypothèses qui ne sont pas souvent réelles. Vous voyez, donc, quoi qu'il est important que ce gouvernement puisse communiquer, la perche avait été étendue au ministre de la Sécurité par le président de l'ANC en lui écrivant une lettre, oui, en lui demandant de pouvoir clarifier la situation. Mais vous savez, nous tous, nous sommes des Togolais, nous savons que depuis un certain temps, l'ANR n'est plus rattachée au ministère de la Sécurité, mais l'ANR est rattachée depuis un certain temps à la présidence. Donc, si peut-être Yark n'a pas eu l'amabilité de répondre peut-être au président de l'ANC, c'est peut-être parce que le dossier n'est pas à son niveau. Le dossier au niveau de la présidence. Mais quand cela n'en tienne, en tant que ministre de la Sécurité, il pouvait peut-être quand même dire quelque chose. Et ce qu'il a dit, ce qu'il a reconnu effectivement que le monsieur a été interpellé. Oui. Mais il ne pouvait plus aller loin par rapport à cette situation-là. Donc vous voyez, donc il est important quand même que le gouvernement puisse communiquer sur cette situation, parce qu'on ne peut pas rester indéfiniment dans cette affaire, dans le noir, et que les supputations viennent de nos confrères. Aujourd'hui, le confrère dit ceci, le lendemain l'autre contredit ce que l'autre a dit, et finalement aujourd'hui on se retrouve que ce sont nos neveux qui l'a livré, parce que il serait peut-être en train de monter une rébellion en Côte d'Ivoire et que Ouattara ne serait pas d'accord. Bon, vous voyez, je crois qu'il est important que, devant une telle situation, et vu que son rang, le monsieur est docteur, il a 71 ans, je crois qu'il est assez âgé. Oui. Donc il est important que quand même le Togo puisse communiquer, parce que nous savons, aujourd'hui, le Togo se retrouve au siège des droits de l'homme, oui, actuellement ce matin. Donc il sera important que nous savons également que le MCC est actuellement également au Togo aujourd'hui pour évaluer le Togo par rapport à certains critères. Donc il ne faudra pas que ce genre de choses ternissent l'image de notre pays. Il faut quand même que le gouvernement communique, et il faut que le procureur puisse parler, puisse dire ce pourquoi le monsieur a été arrêté et que l'opinion soit située. Alassane Yantaro, pourquoi est-ce que c'est difficile pour nos autorités de communiquer sur des sujets pour les citoyens? Parce qu'aujourd'hui, il y a un flou. Oui. Les premières informations, je le disais, évoquaient un certain Antoine Randolph qui a été arrêté à la plage de Lomé. Le lendemain, la presse est revenue disant que c'est pas tout à fait ça, c'est autre chose. Aujourd'hui, on nous apprend qu'il aurait été balancé par son propre neveu. D'autres disent qu'il est en train de recruter des ex-rebelles en Côte d'Ivoire et que c'est le service de renseignement ivoirien qui l'a balancé au Togo, au moment où on est en train de célébrer la diaspora et que le bonhomme fait un tour à Lomé, qu'on le chope, on dit rien à personne, et que c'est la presse internationale qui nous ameute, qui nous alerte que, voilà un Togolais de la diaspora, un médecin de son état qui est rentré à Lomé quelques jours, il a été arrêté. Comment on comprend ça? C'est vrai que c'est le problème, le véritable problème du gouvernement togolais. Même, vous vous rappelez, lorsque le chef de l'État, ça c'est une parenthèse, lorsque le chef de l'État se trouvait à New York la fois dernière, au même moment il y avait un sommet au Pérou, à Lima. Est-ce que dans les réseaux sociaux, puisque la communication n'a pas passé, et donc les gens ont spéculé comme quoi le chef de l'État a quitté là et il a à Pérou, alors qu'à Pérou c'est le ministre des Mines qui l'a représenté. Donc c'était une parenthèse pour dire que le véritable problème de ce gouvernement, il y a manque de communication. Mais pour revenir un peu sur Randolph, je crois que le ministre a réagi, mais seulement les informations n'ont pas été données, parce que le ministre a parlé, il n'a rien dit. Lorsqu'il a réagi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est pour un problème de sécurité. Ça veut dire que peut-être il y a un mythe qui entoure un peu cette affaire. Donc moi personnellement, je me dis que peut-être le ministre est en train de passer par des recoupements pour être sûr avant de communiquer. En fait, c'est ce que moi je pense. Mais sinon, je me dis que en fait cette affaire, il faut que très tôt
on essaie de communiquer parce que de ce que spéculation en spéculation risque de mettre encore un flou kafkaïen dans les esprits des Togolais. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'entre-temps, la diaspora aussi a commencé par gesticuler, oui, comme quoi il devait marcher pour aller vers l'ambassade. Oui, la marche a eu lieu. La marche a eu lieu vendredi. Donc tout ceci essaie de mettre que c'est l'image de notre pays qui se trouve écornée par rapport à ces problèmes-là. Donc je crois que le plus tôt serait le mieux. Il faut situer les tenants et aboutissants de cette affaire. Est-ce que c'est son neveu? D'ailleurs, on voit le procureur en charge du dossier devant la presse communique et puis c'est comme ça. Ici, il y a ce manque de communication là qui fait que vraiment les gens vont aux spéculations. Ce n'est pas bien. Là, c'est des désinformations. Et vous prenez une presse et là, vous ne vous retrouvez pas dans ça. Donc, il faut que le gouvernement essaie de revoir ce problème-là. Ildefonse Akpaki. Oui, je voudrais... Un ancien opposant, disons, au régime Gnassingbé Yadémon, en exil depuis plusieurs années, qui rentre, on l'arrête, et on n'en sait pas beaucoup. Je voudrais avant tout je ne sais pas comment le dire, mais je voudrais qu'on s'attarde sur la terminologie de ce que vous appelez arrestation, parce que quand vous vous référez... J'ai déjà lu ce que vous voulez dire. J'ai lu ça, je crois, dans le communiqué ou la lettre que Jean-Pierre Fabre a adressée au ministre Yark, parlant d'enlèvement presque. C'est-à-dire que quand vous vous référez au fondement de la procédure pénale, son fondement même, c'est la notification des charges. Parce que aujourd'hui, quand on nous parle de la sécurité intérieure, parce que je prends les mots, je parle au mot le ministre, il parle de ce que son arrestation, entre guillemets, touche un peu à la sécurité intérieure. C'est ce qu'il a dit. Alors, ceux qu'on a envoyés pour mettre la main sur M. Antoine Randolph doivent être des OPJ, des officiers de la police judiciaire. Ces officiers de la police judiciaire, pour une information qui est ouverte, qui a permis d'arrêter Antoine, doivent être porteurs d'un mandat dûment signé, soit par le procureur de la République ou le juge d'instruction. Donc en portant les charges. Voilà. Et tant que jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas au courant des charges qui sont portées contre M. Antoine Randolph, nous nous mettons dans la posture d'un enlèvement et d'une séquestration, juridiquement parlant. C'est ça. Maintenant, le ministre de la Sécurité devait parler, mais n'a pas pour autant dire, une fois que le procureur de la République n'a pas révélé qu'il y a eu ci, qu'il y a eu ça concernant ce citoyen, n'a pas droit de dire un mot sur ce sujet-là. S'il le dit, on se réfère à la correspondance du chef de file de l'opposition. Parce que les informations fusent et font état de ce que M. Antoine est détenu par les services de la sécurité. J'ai été secoué par... Quel service de la sécurité? L'ANR. C'est un service de la sécurité intérieure. Mais j'ai été totalement éberlué par la réponse du ministre. Le ministre, c'est une autorité, est prise comme telle. Le ministre est un serviteur. Même si, en tant que simple citoyen, je me confonds et que j'adresse une correspondance au ministre de la Sécurité, en tant qu'autorité, le ministre ne peut jamais dire que je n'ai pas le temps pour répondre. Ça ne se fait jamais. Jamais parce que... Jamais parce que... On peut également gloser sur la correspondance de Jean-Pierre Fabre à Yak Damran, la dernière fois. Et il y a le confrère à la Symphonie qui est revenu ce matin sur le sujet avec chef de file de l'opposition et chef de l'État. Deux statuts. Quand vous prenez la loi portant statut de l'opposition, vous prenez les dispositions de l'article 26. Oui. Le chef de file de l'opposition a rang de président d'une institution de la République. Donc tout président peut se lever et écrire à un ministre de la République. Je ne dis pas ça.
Je ne dis pas ça. Je dis que sur un plan purement protocolaire, la sécurité, c'est le ministre de la Sécurité qui la détient. Et une correspondance au ministre de la Sécurité d'un président d'une institution ne peut jamais recevoir cette réponse. Si, excusez-moi, j'ai été con pour vous adresser une lettre, vous serez con pour me répondre. Autrement dit, moi, je me mets dans la peau de ce vieillard qui me dit on ne poursuit pas à poil un fou qui vient vous voler vos vêtements dans la salle de bain. Autrement dit, vous serez considéré comme un fou. Je crois que la gestion de la chose publique au Togo pose problème. Ça pose problème sur différents aspects. J'ai relevé tout à l'heure que il n'est pas question d'une arrestation mais d'une séquestration parce que le fondement même de la procédure pénale n'a pas été respecté. Bien. Je ne sais pas quel commentaire, Jacques, vous avez par rapport au courrier que Jean-Pierre Fabre a adressé au colonel Yak Damhan. Revenir sur ce courrier, je l'ai dit tantôt, vous savez, aujourd'hui, chaque Togolais, nous savons que quand on parle de l'ANR, l'ANR dépend aujourd'hui de la présidence de la République. C'est la présidence de la République qui gère l'ANR aujourd'hui. Depuis le début. Voilà. Ce n'est plus. L'ANR est toujours attaché à la présidence de la République. Ce n'est pas le ministère de la Sécurité. Bon, il est vrai que l'actuel locataire de la présidence de la République n'est pas là. Il est en voyage. Il n'est pas dans le pays. Moi, je crois que le courrier que le chef de file de l'opposition a adressé au ministre de la Sécurité, moi, je serai à sa place, j'adresserai ce courrier-là au Premier ministre. Parce que nous savons que du moment où le chef de l'État n'est pas là, celui qui gère, par exemple, les affaires courantes au niveau du sphère gouvernementale, c'est le Premier ministre. Il est vrai que si le ministre Yark dit qu'il n'a pas le temps pour répondre au chef de file de l'opposition, peut-être qu'on peut avoir des interprétations, peut-être chacun peut avoir son interprétation. Oui. Je ne suis pas dans la tête du ministre pour dire que c'est peut-être une insulte au président au chef du fil de l'opposition. Je ne pense pas que ce soit une insulte. Le fait que le ministre dise qu'il n'a pas le temps. Certainement que il peut répondre, il peut ne pas répondre. Du moment où le ressort de l'ANR, comme je l'ai dit, nous savons, l'ANR dépend aujourd'hui de la présidence. Et si quelqu'un devait répondre... Soit le ministre a les informations liées à l'arrestation, et Delphonse lui demande qu'on parle de séquestration, de kidnapping presque. C'est ça, non? Suivant le fondement de la procédure pénale. D'accord. Alors, soit le ministre a les informations par rapport à cela, il les donne, ou il ne l'a pas, ou ce n'est pas de son ressort. Non, le ministre a bien dit qu'il est au courant de l'interpellation il a bien précisé. Si vous avez suivi un peu l'interview qu'il a accordée aux médias, il a bien dit qu'il est au courant de l'interpellation de Randolph. Mais que le fait de dire peut-être qu'il ne peut pas répondre au chef de file de l'opposition, je suis d'accord avec Ildefonse quand il parlait de la procédure. La procédure de l'arrestation de Randolph. Là, je suis d'accord avec lui. Et s'il faudrait maintenant aller loin, soit on saisit le procureur, ou soit on saisit le ministère de la Justice. Ça, ce sont ces deux personnes-là seulement qui pourront nous situer par rapport à l'arrestation et à la détention, effectivement, de Randolph. Je ne pense pas que cela soit un ressort du ministre de la Sécurité pour nous dire, pour nous donner des bribes pourquoi l'autre a été arrêté. Donc le courrier... Juste un mot. Allez-y. Lorsque je m'en tiens au propos de Jacques, est-ce que pour une autorité, devant la presse qui relaie, est-ce qu'il faut dire que je n'ai pas le temps pour répondre, ou bien cela ne ressort pas de ma compétence, ou bien je me tais carrément? Vous estimez qu'on peut quand même répondre? Vous voyez, c'est ça qui gêne. Pour une autorité, je crois que je n'ai pas le temps pour lui répondre. Supposons que le chef de file de l'opposition s'est perdu et il a adressé cette lettre au ministre. Vous savez que depuis le moment où le décret sur
sur le statut a été mise en forme. Vous avez vu toutes les supputations qui ont coulé. Les gens sont allés jusqu'à dire que le chef de file de l'opposition doit se mettre juste aux côtés du chef de l'État. Est-ce que vous vous rendez compte au chef? Alors, cette personnalité-là qui vous envoie une correspondance, si sous cette forme protocolaire ou à part qu'il soit président d'une institution, la loi fait état de ce que il aura des avantages, il aura des devoirs, il aura patati patata. Mais il y a le langage diplomatique qu'il faut adopter pour répondre aussi. Il faut aussi la culture et la notion d'État dans ces genres de choses. Parfait. Oui, Alassane Antarou, votre commentaire sur oui, ce sujet. en fait, moi, personnellement, je ne partage pas le point de vue de mon confrère. Lorsqu'il parle de procédure, ou il parle de séquestration, ou je crois que c'est trop dire. Parce qu'aujourd'hui, le ministre Yark, lorsque il a réagi, c'est vrai qu'il n'a pas donné des détails, mais lorsqu'il a réagi, il a dit que c'est pour les besoins d'une enquête. Aujourd'hui, lorsqu'il y a de telles affaires, il faut donner un peu le temps aux intéressés de passer par des enquêtes, passer par des recoupements pour réagir. Parce que lorsqu'on réagit publiquement, sans toutefois avoir les informations très fournies, je crois qu'on peut aussi tromper l'opinion. Mais par rapport à la lettre adressée au ministre, il faut dire que si le ministre dit qu'il n'a pas le temps de répondre, peut-être que ça ne relève pas de sa compétence dans un premier temps, ou soit le ministre doit nécessairement aussi passer par des informations, puisque lorsqu'on parle de l'ANR, lui-même il a dit tout de suite que c'est l'ANR qui a interpellé le monsieur, puisque moi je ne parle pas de séquestration, interpellation, il faut mettre les mots à leur place. Donc l'ANR est logé au niveau de la présidence. Donc le ministre peut-être doit nécessairement se renseigner au niveau de la présidence, comment ça se passe avant de reprendre. Il ne peut pas tout de gauche se jeter comme ça. Je crois que c'est là où il y a quiproquo. Il faut qu'on essaie de revoir un peu nos commentaires par rapport à ça. Le ministre, on l'a écouté, il dit qu'il n'a pas encore le temps pour répondre à Jean-Pierre. Oui, mais lorsqu'il dit qu'il n'a pas le temps, c'est une façon de parler. Je n'ai pas le temps, ça ne veut pas dire que je ne vais pas répondre. Je vois il y a une nuance. Je n'ai pas le temps, ne veut pas dire que l'autre aspect de la chose, vous savez, quand vous êtes par exemple devant un corps habillé et vous, par exemple, un civil devant certains faits, il y a des langages que les corps habillés utilisent souvent, que vous en tant que civil, vous trouvez souvent peut-être excessif. Mais à leur niveau. Parle français, hein. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que quand vous êtes souvent devant un corps habillé par rapport à un civil, quand un corps habillé parle, souvent le civil pense que les mots que le corps habillé sort sont souvent un peu blessantes, mais le corps habillé, lui, trouve ça normal. Il trouve ça normal. Donc quand quelqu'un dit certainement qu'il n'a pas le temps, je ne pense pas que il est en train de dénigrer ou soit il ne donne pas une considération au chef de file de l'opposition. On l'a dit ici, Ildefonse a dit que c'est l'ANR qui l'a arrêté. Du moment où le ressort de l'ANR est attaché à la présidence, et du moment où le ministre de la Sécurité, certainement, qui n'a pas presque le dossier en main, il ne peut pas peut-être répondre et que demain ça lui cause encore des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai suivi encore sur un autre média où il disait que le monsieur est dans de bonnes conditions, qu'il n'y a aucun problème, parce que certains avancent encore des hypothèses politiques, que c'est peut-être à cause de la politique qu'on l'a arrêté. Mais il dit qu'il voulait... Oui, mais puisque personne ne communique effectivement... Justement, moi je voudrais plutôt... C'est en ça que je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que, quoi qu'on dise aujourd'hui, que ce soit au niveau du gouvernement ou que ce soit au niveau de ceux qui l'ont arrêté, du moment où vous ne communiquez pas, les gens ne feront que scrupuler. Et quand les gens avancent des thèses et des hypothèses, je ne crois pas, comme c'est un vide, les gens ne feront que combler ce vide-là. Oui, le sujet est très intéressant. Un dernier mot. Oui. Il est question d'une information judiciaire qui a été ouverte contre la personne de M. Antoine Randolph. Oui. Le ministre de la Sécurité
n'est pas un officier de police judiciaire. 2. 3. J'ai dit tout à l'heure qu'il revenait au procureur de la République ou au directeur de l'enquête de nous fournir les informations qu'il faut. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas tout cela. Le ministre de la Sécurité peut informer qu'il y a eu quelque chose sans toucher au dossier. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Ouais. Je ne lui tiens pas rigueur. Mais là où le bas blesse, je dis que est-ce qu'il revenait à une autorité à qui on a adressé avec tout le respect que cela se doit, parce que j'ai pris soin de lire le contenu de la correspondance du chef de file de l'opposition. Est-ce qu'il lui revenait qu'il soit militaire, ce qui viole d'ailleurs l'article 76 de la Constitution togolaise, qui dit que les fonctions du gouvernement sont incompatibles à la fonction militaire. Encore une violation de la loi fondamentale togolaise. Non, je crois là qu'il y a un peu quiproquo. Non, j'en viens. Non, mais c'est par rapport à ce que Jacques a dit. Et quand nous prenons tout cela, parce qu'on nous a dit qu'il est militaire et que ce qu'il a dit peut-être il ne l'a pas dit. Voilà. Mais je crois que j'ai dit tout à l'heure que diplomatiquement parlant, on peut le dire ou se taire. Ou se taire. Ou se taire. Mais nous avons regretté que ça communique quand même pas. Justement. Au niveau du gouvernement. J'aurais préféré que ça soit le procureur de la République qui, légalement parlant, qui donne les détails sur ce sujet. Et ça aussi, Jean-Pierre Fabre devait le savoir, qui devait s'adresser au procureur, plutôt qu'au ministre de la Sécurité. Jusqu'à preuve du contraire, les conditions dans lesquelles le monsieur a été arrêté, ces conditions sont restées floues. Oui. On ne sait pas. On avait dit au prime abord que c'était à la plage. Oui. On a dit c'est le mercredi. C'est le ministre qui nous a dit que c'est le samedi et que c'est à Hila qu'on dit. Qu'est-ce que vous voulez? Comme ça, c'est beaucoup d'informations. Oui. Oui, Alassane. Moi, je voulais dire que je crois qu'il y a amalgame autour de cette affaire. Hein. Il faut essayer de situer un peu les choses. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un dossier qu'on a adressé au ministre de la Sécurité. Pour revenir un peu à ce qu'il a dit, lorsqu'on me dit que la fonction militaire n'est pas compatible à la fonction du ministre, je crois qu'on a fait des analyses depuis 90 à l'avènement de la démocratie. Tous les civils qui ont passé par le ministère de la Sécurité, ça n'a pas marché. Il faut un militaire pour mettre les gens. Non, en ce cas, il faut qu'on touche à la Constitution. Oui, mais je suis d'accord là-dessus. Oui, je suis d'accord. Mais alors, il faut se dire que non, il faut se dire qu'il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui, vu un peu les contraintes sécuritaires, aujourd'hui, il faut un militaire. Moi, je ne dis pas que forcément il faut un militaire, mais je n'ai pas voulu vous contredire, mais ailleurs, en France, dans les grandes démocraties, lorsque vous parlez ceux qui gèrent l'appareil sécuritaire de cet État ne sont pas forcément. Mais c'est qu'aujourd'hui, il y a des dangers. Est-ce qu'il y a une constitution? Bien sûr, il y a une constitution. Généralement, on est demandé à démissionner et pour occuper. Non, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut comprendre que la sécurité, les problèmes sécuritaires sont énormes. Que bon, il faut. C'est pourquoi il faut violer la loi. Non, ce n'est pas violer la loi. Lorsque vous parlez de violer la loi, ça, ce n'est pas encore violer la loi. C'est la loi fondamentale. Il faut contourner et pour que au moins les gens qui s'y connaissent, les gens du terrain puissent. Aujourd'hui, Eric, je vous dis, je vous donne un petit exemple. Lorsque Agboyeme Kodjo était ministre de l'Intérieur à l'époque, vous avez vu un peu comment ça se passe. Je ne veux pas retourner dans ce film, hein, dans ce film catastrophique. Donc il faut dire que c'est en fait quelque chose comme ça. C'est pour cela d'ailleurs qu'il n'y a pas que le Togo. Hein. Lorsque vous voyez un peu comment en Côte d'Ivoire, au Mali, et là, il faut d'abord savoir ce que dit la Constitution. Non, mais je ne refuse pas. Je demande de le dire ainsi. Je ne refuse pas. Ouais, il faut voir ce que. On va avancer. Ok, il n'y a pas de. On va avancer. Alors la question demeure sur le tapis. Bon, on va juste dire qu'il faut que l'autorité communique véritablement sur ce sujet. Je voudrais qu'on passe à un sujet rapidement, messieurs. C'est la question de ce fameux programme
PUDC. On en avait touché légèrement la semaine dernière, mais le sujet revient sur le tapis. Le confrère Golf Info en parle ce matin, surtout que ce programme reçoit le financement du PNUD. On va le dire ainsi, PNUD qui finance ce programme. Donc le PUDC va bénéficier d'une enveloppe de 258 millions de dollars, soit 155 milliards de francs CFA. Et sur le sujet, il y a beaucoup d'interrogations, puisque c'est pour voir ce dont les communautés ont besoin. Et il y a beaucoup d'interrogations. Les gens disent, mais pourquoi est-ce que c'est maintenant que Faure Gnassingbé et son gouvernement veulent savoir ce dont les Togolais à la base, ce dont ils ont besoin pour pouvoir se développer véritablement? Ça vous surprend? Oui, je suis très surpris, hein, parce que le mandat, c'est un mandat social. Oui, si. Pourquoi on n'a pas essayé de fouiner d'abord sur les besoins? Vaut mieux tard que jamais, quand même, hein? Il y a ça, mais je crois que ce projet pourrait réussir si les élections locales et la décentralisation advenaient. Si tel n'est pas le cas, c'est bonjour les dégâts. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais le PNUD ne mettra jamais 155 milliards de francs CFA dans un projet qui est bon pour les dégâts. Il faut que la gestion des localités parte de la base. Parce que vous avez posé un problème de développement des bases. Oui. Aujourd'hui, tous ceux que nous avons comme responsables locaux ont été cooptés. Oui. N'ont pas été choisis par les populations elles-mêmes. Hein. Alors, comment gérer ces pépés-là qui ont déjà atteint l'âge de la retraite, qui doivent normalement aller se reposer? C'est à eux qu'on charge encore. Et je le dis, ceci pourrait réussir si les populations se donnent elles-mêmes des responsables et contrôlent cette action-là. Selon le rapport que le PNUD a publié, rapport 2014, le taux de chômage au Togo est le plus élevé dans la sous-région. Ça avoisine les 6%. Et Faure Gnassingbé, dans son discours de fin d'année, de début d'année, avait aussi soulevé cette question. Et nous savons qu'il y a beaucoup de programmes pour juguler la pauvreté au Togo, mais le taux de chômage monte toujours. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement togolais a pris conscience de ce que il y a beaucoup de programmes, mais ça n'avance toujours pas et qu'il faudra inventer un autre programme? Aujourd'hui, on a un financement de 155 milliards de francs CFA. Île-de-France n'y croit pas du tout. Non, vous savez, c'est en ça que il serait important et judicieux que le gouvernement fasse d'abord l'audit de, par exemple, tous ces programmes. Vous prenez Agri-CEF, vous prenez le FNFI, vous prenez Agri-CEF, il y a pas mal de programmes. Voilà, il y a plein de programmes. Je crois qu'avant de lancer le PUDC, il serait important que le gouvernement fasse d'abord l'audit de ces projets-là, pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, avant d'injecter encore cet argent que le chef de l'État allait demander au niveau du PNUD. Parce que si vous ne faites pas l'audit de ces projets et vous injectez encore cet argent que vous êtes allé chercher, je crois que ça sera encore un plus qui ne va rien donner. Donc il serait important que le gouvernement puisse faire des audits de ces projets-là. Et l'autre aspect... C'est quand même curieux que le gouvernement se lance dans de telles entreprises sans avoir étudié le terrain véritablement. Vous avez vu que ce qui s'est passé, nous avons suivi ensemble sur nos petits écrans. On a envoyé des émissaires dans les régions. Ah oui, à Mango. Voilà, on a envoyé pour rencontrer les populations et que les populations expriment leurs besoins. C'est-à-dire que les besoins urgents que l'État puisse satisfaire sur le champ. Donc c'est à partir de ça que le PNUD a financé. Donc ce que nous disons ici, je suis un peu d'accord avec mon ami Ildefonse quand il disait qu'il faut les élus locaux pour gérer effectivement ces fonds que le PNUD a mis à la disposition de notre pays. L'autre aspect également, le problème qui va se poser, c'est que c'est les émissaires qu'on a envoyés. Et nous avons vu comment ces émissaires ont également travaillé sur le terrain. C'est-à-dire que les gens sont allés, ils ont rencontré seulement les personnes qui font partie seulement de leur parti. Les autres partis politiques ne sont pas associés. Donc, lorsqu'il faut maintenant développer l'aspect de ce développement au niveau de ces régions, je crois que cela poserait encore d'énormes problèmes. Donc il est important
que l'État fasse d'abord l'audit et que l'État voie ce qui n'a pas marché afin de pouvoir injecter cette somme. En tout cas, pour l'instant, les ministres sont sur le terrain et les chefs de département sont également sur le terrain pour pouvoir recueillir les besoins des populations à la base. Quel est votre commentaire sur le sujet, Alassani? Oui, il faut dire que moi je me dis que pourquoi, bon, il y a une question qui tout moi me mélange. Pourquoi c'est maintenant il faut voir qu'il y a une urgence en matière de développement des communautés? Il y avait des urgences. Mais lorsque j'ai suivi le ministre Kossi Asimaïdi, il a dit que selon les collectes des données sur le terrain, ils ont remarqué que le besoin est tellement énorme. Et en matière d'infrastructure, est-ce que c'est maintenant? Le problème était là. Il y avait Togo-Vision. Qu'est-ce que Togo-Vision est devenu? Est-ce qu'on a mis Togo-Vision dans les placards? Je ne sais pas. Alors qu'aujourd'hui, lorsque vous scrutez un peu ce programme, c'est un programme qui s'apparente à Togo-Vision 2030. Donc moi, ça me donne un peu du tournis par rapport à cela. Mais maintenant, il faut... Aujourd'hui, le chef de l'État, bien sûr, est allé. Il y a une cagnotte, 150, c'est très bien. Mais c'est comment la gestion même de ces fonds-là qui font un peu problème. Hein, parce que généralement, on commence et puis on ne finit jamais. Et lorsque vous voyez un peu Togo Vision, ça a commencé, ça n'a jamais fini. Donc il faut maintenant... c'est pour cela que je comprends parfaitement le problème d'Alphonse lorsqu'il parle de décentralisation. Il faut... les élus locaux, et c'est ces élus locaux-là, dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent maintenant gérer ces fonds-là pour le bien-être des communautés. Je crois que c'est... Vous avez posé tout à l'heure le problème de Togo Vision 2030. Je crois que c'est un mort-né, parce que selon les indiscrétions de ceux-là même qui ont piloté ce projet, lorsque le rapport a été fait au chef de l'État, ils ont dit que ça, là, ce travail qui a été fait, là, c'est les opposants qui ont fait. Alors, on a mis au placard. Écoutez, Jacques, merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci pour votre disponibilité. Jacques Diakouti, Idelphonse Akpaki et Alassani Antarou seront dans les kiosques mercredi prochain. Mercredi. On va souhaiter cela pour la Gazette du Togo également. Merci beaucoup. Il vous consigne votre récépissé. Ah oui, mais merci beaucoup. Je crois que la Gazette du Golfe n'est plus là, mais c'est la Gazette du Togo que vous allez retrouver sur le www.lagazettedutogo.com. Parfait. Merci beaucoup, Idelphonse Akpaki. Merci également à Outondi Yaouvi qui est à la tête du collectif des étudiants en master et doctorat qu'on avait reçu. Il est revenu un petit peu sur la lettre ouverte au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, si tout marche bien, pour un nouveau numéro de Fréquence Actu sur la radio. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.